Compte tenu de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, comme nous en avons déjà parlé, et du fait que la Chine constitue l'objectif ultime visé par l'administration américaine, voici ce qu'a déclaré l'actuel président des chefs d'état-major interarmés à propos de la Chine. Regardez la montée en puissance de l'armée chinoise. Notre objectif, au sein de la force conjointe, est de créer plusieurs dilemmes simultanés pour les adversaires à travers le monde, afin qu'ils soient prudents et préoccupés à l'idée de faire quoi que ce soit qui pourrait représenter une menace pour le peuple américain. Donc en gros, il rassemble toutes ces personnes pour riposter. Tu vois, Matt, j'ai été un peu surpris par ce genre de stratégie de leur part. Ce sont des stratégies ratées, des stratégies qui ont déjà prouvé leur échec jusqu'à présent, mais ils continuent à les prôner, à les défendre. Oui, ce sont, tu sais, j'ai déjà utilisé le terme, mais ce sont les hommes et les femmes que C. Wright Mills, dans les années 50, appelait les réalistes fêlés. Tu vois, ce sont des gens qui croient en ce monde à l'envers, complètement absurde, où ils ne savent pas, ne se soucient pas, ou sont simplement incapables de comprendre ce qui s'est réellement passé auparavant, sans parler d'avoir la moindre empathie stratégique ou compréhension de leurs adversaires. On voit cela partout dans l'armée américaine. Aujourd'hui même, je crois, ou peut-être que c'était hier, je lisais des commentaires du général américain à la tête de l'OTAN. Pardonne-moi, car plusieurs mois plus tard, je n'arrive toujours pas à prononcer son nom, Grinch ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, il disait qu'il est pratiquement certain que si la Chine attaquait Taïwan, ce qui, selon son discours, est également prévu pour 2027, d'après ces gens, alors Vladimir Poutine ferait aussi quelque chose. Selon ses propres mots, l'homme à la tête de l'OTAN aurait déjà convenu, en substance, que Xi irait voir Poutine pour lui dire « Hey, je vais attaquer Taïwan. Ce serait bien que tu attaques l'Europe pendant qu'ils sont déséquilibrés. » Et cette certitude, encore une fois, avec laquelle il parle de ces choses, la manière dont un type comme le général Kane en parle, ainsi que le genre de langage pompeux qu'on t'enseigne en tant que lieutenant, pour donner l'impression que tu es une sorte de stratège de génie. Cette idée de placer l'ennemi face à une impasse. On t'enseigne cela quand tu es lieutenant dans le corps des marines. On t'enseigne cela quand tu es lieutenant dans l'armée. L'idée est d'utiliser tes mitrailleuses pour forcer l'ennemi à se réfugier dans un fossé que tu as déjà préenregistré pour ton tir de mortier. S'ils font une chose, ils tombent là-dedans. S'ils en font une autre, ils tombent ailleurs. C'est ça, l'idée de présenter un dilemme à l'ennemi. Et donc, tu as ces hommes comme Kane qui présentent cela comme s'ils étaient une sorte de Clausewitz des temps modernes, n'est-ce pas? C'est une sorte de Sun Tzu moderne. Et tous les flagorneurs, tous ceux des médias et les commentateurs, ainsi que les autres officiers autour de lui, ne feront qu'admirer à quel point il est brillant, perspicace ou sage, alors qu'en réalité, ils ne font que reformuler le jargon qu'on apprend quand on est lieutenant, tout en affichant une certitude sur d'autres pays, sur d'autres dirigeants, fondée sur quoi, au juste. Vous savez, il y a un passage vraiment remarquable dans le livre de Bob Woodward sur la décision d'Obama d'intensifier la guerre en Afghanistan en 2009. Ce livre s'intitule « Les guerres d'Obama ». Et dans ce passage, le général James Jones, qui fut commandant du corps des marines avant de devenir le premier conseiller à la sécurité nationale de Barack Obama, parle de cette certitude qui règne au sein de la Maison-Blanche et de l'équipe de sécurité nationale. Il décrit comment les membres du Conseil de sécurité nationale et de la Maison-Blanche, comme le chef de cabinet,
parlent des dirigeants ou des pays étrangers avec un degré de certitude incroyable, alors même qu'ils ne les ont jamais rencontrés. Ils affirment être sûrs que le guide suprême agira d'une certaine manière, ou que tel ou tel réagira ainsi, ou encore que le Parti communiste chinois approuvera quelque chose parce qu'il est malveillant, et que tout ce qu'il désire est forcément insidieux. Vous savez, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est semer de gros ennuis. Je veux dire, on voit cette reproduction, ce schéma qui se répète encore et encore parmi les figures de pouvoir américaines. Et c'est parce que c'est l'institution, c'est ce qu'elle produit. En fin de compte, ce genre de certitude à propos de nos adversaires, des autres pays du monde, des dirigeants individuels, ne fait qu'alimenter l'intérêt propre des institutions qu'ils représentent. Et ils n'atteignent jamais le sommet de ces institutions, à moins d'être totalement engagés à leur apporter un soutien total, n'est-ce pas? Les institutions ne les laisseront pas gravir les échelons, à moins qu'ils ne leur soient réellement bénéfiques. Et c'est pour cela que l'on voit le même type de phénomène se reproduire encore et encore. Que ce soit Cain qui recycle la terminologie que j'ai entendue en tant que lieutenant en 1998 à l'école de formation de base de Quantico, en Virginie, ou cette stratégie de sécurité nationale qui, certes, donne l'impression qu'il y a une certaine méthode dans la folie de Trump à l'échelle mondiale. Mais, quand on relève la tête du document après l'avoir lu, on se rend compte que, oh, c'est juste la même vieille histoire. Des porte-avions au large des côtes de quelqu'un, l'envoi de drones, la saisie des avoirs d'autres nations, la conduite d'une guerre économique contre elles, et ainsi de suite. Matt, comment as-tu trouvé la situation avec les Européens et l'Ukraine dans le document du NSS? Eh bien, j'ai lu les articles des médias traditionnels avant de lire le document, et j'ai donc été en fait surpris de voir à quel point il était léger. Enfin, je ne devrais pas dire ça. J'ai été surpris par l'attention que le document accordait à l'Europe et par la manière dont on pouvait le lire comme un texte favorable à l'Europe. Vous savez, les articles de presse que j'avais lus avant de lire le document étaient hystériques, affirmant que tout l'objectif de l'administration Trump était essentiellement de poignarder l'Europe dans le dos. N'est-ce pas? Je veux dire oui, il y avait dans cette stratégie de sécurité nationale des passages bizarres, et je pense infondés et ridicules, comme cette inquiétude concernant la perte par l'Europe de ses valeurs occidentales, et en substance de sa blancheur, ce qui est leur préoccupation. Vous savez, je trouve que c'est tout simplement absurde et ridicule. Mais ce document contenait aussi des déclarations sur l'engagement de l'Amérique envers l'Europe. C'est simplement que les États-Unis ne peuvent plus fournir les ressources qu'ils offraient autrefois. Il y a donc une certaine rationalité, une approche mesurée. Vous savez, je suppose que je dois admettre, même si j'ai critiqué tout cela tout à l'heure, qu'il y a certains aspects dont on peut dire qu'ils sont positifs, surtout si on les compare à ses prédécesseurs qui voulaient promettre. Je crois que le document décrivait les États-Unis comme un atlas portant le monde sur ses épaules, n'est-ce pas? Je pense que c'est une bonne description des États-Unis cherchant à dominer, à être l'hégémon mondial, sans accepter du tout que nous vivons désormais dans un monde multipolaire. Donc, lorsque vous lisez cette section sur l'Europe, vous voyez qu'il y a cette décision des États-Unis selon laquelle ils ne peuvent pas être le policier du monde. Ils ne peuvent pas fournir les ressources, la largesse, la générosité nécessaire comme le document le décrit, comme il le faisait autrefois. En même temps, il est clairement indiqué que la stabilité de l'Europe constitue un intérêt fondamental pour les États-Unis. C'est le deuxième intérêt après celui de l'hémisphère, donc il passe avant tout le reste. En fait, je dois m'arrêter une seconde, peut-être que l'Asie venait avant, je ne me souviens plus, mais la stabilité européenne
est un intérêt essentiel pour les États-Unis. Et le désir de mettre fin à la guerre en Ukraine est présenté comme un moyen de stabiliser les marchés et les économies européens, d'empêcher l'escalade du conflit et de ramener les États-Unis et la Russie à une certaine forme d'équilibre géopolitique. Je ne vois pas comment on peut considérer cela comme une mauvaise chose, à moins de vouloir que cette guerre se poursuive parce qu'on croit à cette bataille manichéenne du bien contre le mal, à ce vieux système de croyance de la guerre froide où l'Occident est bon et l'Orient est mauvais. J'ai donc été surpris que la position soit aussi équilibrée sur l'Europe, surtout après avoir lu les analyses alarmistes de la presse grand public à ce sujet. Je m'attendais à ce que ce soit, je m'attendais essentiellement à ce qu'il republie le réquisitoire que J.D. Vance avait lancé contre les Européens en mars dernier, lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Je m'attendais à ce que ce soit ce type de harangue et ça ne l'était pas. Il y a certes des éléments de cela, bien sûr. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ces points, mais l'idée que les États-Unis ont un intérêt en Europe est clairement démontrée dans la déclaration sur la sécurité nationale. Et je pense que le souhait de l'administration Trump d'obtenir un règlement négocié pour mettre fin à la guerre en Ukraine repose, vous savez, sur 3 raisons bien fondées. Stabiliser l'Europe, empêcher l'escalade du conflit et rééquilibrer les relations avec les États-Unis. De plus, je crois, maintenant que je m'en souviens, que le document indique qu'il est dans l'intérêt fondamental des États-Unis que l'Ukraine reste une nation viable. Ce qui, je pense, vous savez, vous êtes d'accord. Je suis d'accord. La plupart des gens qui regardent sont d'accord. Si cette guerre continue, l'Ukraine ne sera pas instable. Tu sais, Matt, quand on compare, comme nous l'avons tous fait, la stratégie de sécurité nationale des États-Unis à celle du Royaume-Uni, ils ont publié leur stratégie de sécurité nationale l'année dernière. Le principal enjeu de ce document, c'est l'internationalisme. Comment gérer la guerre? Comment maintenir l'hégémonie de l'Occident? Mais on peut voir que le ton a changé dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale sous Donald Trump, du moins sur le papier, dans la manière dont il parle de l'Ukraine, du conflit en Europe et du conflit plus large entre les États-Unis, l'Occident et la Russie. Penses-tu qu'il existe aujourd'hui une différence entre Washington et Londres concernant cette idée d'hégémonie et la façon dont ils souhaitent l'exercer? D'accord. Je pense que pour ceux qui détiennent le pouvoir en Europe, dans la plupart des capitales, à quelques exceptions près, mais notamment dans les pays scandinaves, dans le groupe des trois, E3 comme on les appelle, et dans les pays du Benelux, il existe une volonté de maintenir le statu quo. Il y a une crainte que tout changement ne soit pire pour eux. Je pense que les dirigeants européens reconnaissent à quel point l'Europe est faible. Qu'au cours des 30 dernières années, depuis la fin de la guerre froide, alors qu'elle aurait vraiment pu se redéfinir avec un certain degré d'autonomie vis-à-vis des États-Unis, une certaine indépendance par rapport à l'Empire américain, de manière à rendre mes accusations et celles d'autres personnes, selon lesquelles l'Europe serait un ensemble d'États vassaux de l'Empire américain, tout simplement fausses, ou du moins peu fondées. Et vous choisissez Tallings. Plutôt que de faire de l'Europe un pôle technologique et éducatif, plutôt que d'en faire un centre de production avancé, ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi d'être une version allégée de l'Amérique. Ils ont suivi la voie désastreuse de la financiarisation empruntée par les États-Unis. Cela a entraîné la désindustrialisation. Cela a provoqué une grande perte de qualité de vie pour leur population et une énorme inégalité de richesse. Et vous savez, le fait de s'associer aux guerres américaines a entraîné l'arrivée de millions et de millions de réfugiés en Europe, ce qui a causé de l'instabilité, des problèmes,
Écoutez, je crois profondément à la migration et à l'immigration. Vous savez, je suis le petit-fils d'immigrés. Mais si votre pays est incapable d'accepter un grand nombre de personnes, quelles que soient vos bonnes intentions, il y aura des problèmes. Les Européens doivent donc faire face à tout cela. Et je pense que la direction européenne n'a pas d'autre vision du monde que celle dont elle est issue, celle que je viens de décrire, selon laquelle le meilleur moyen pour eux de maintenir leur hégémonie est de faire partie de l'Empire américain et d'être les premiers des vassaux. C'est ainsi qu'ils détiennent leur pouvoir. C'est ainsi qu'ils restent dominants, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'ils comptent. C'est comme si nous étions assis à la table du déjeuner avec les joueurs de l'équipe de football du lycée, tu vois? Je veux dire, ce genre de relation. Donc l'idée d'y renoncer, de perdre cela, est une abomination. C'est effrayant, oui. Et c'est aussi vraiment dangereux, parce que qu'avons-nous d'autre? C'est pourquoi tu as vu la peur qu'ont ces politiciens, non pas des autres partis, mais des partis plus récents, plus indépendants ou alternatifs, y compris des partis d'extrême droite. Et c'est quelque chose que je ne veux certainement pas voir. Je ne veux pas voir des partis d'extrême droite arriver au pouvoir au Royaume-Uni ou en Allemagne. Donc, ma frustration envers l'Europe repose sur tout cela. Regardez ce que vous vous êtes fait à vous-même. Et en tant qu'Américain, je ne devrais bien sûr pas jeter la pierre. Mais, vous savez, cette idée de l'Europe par rapport aux États-Unis, de l'Europe par rapport à l'Empire, et de l'endroit où elle en est aujourd'hui. Et le fait que ce à quoi elle s'accroche, c'est l'héritage, le reste de l'Empire américain mourant. Au moins, l'administration Trump a la compréhension, a l'honnêteté intellectuelle. Je ne sais pas s'ils sont vraiment prêts à agir en conséquence ou non. Je ne le pense pas. Et comme je l'ai déjà dit, on lève les yeux du journal et ils agissent exactement comme leurs prédécesseurs. Mais vous savez, au moins ils sont prêts à admettre que les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance. Au moins ils reconnaissent que le monde multipolaire n'est pas quelque chose qui se profile à l'horizon. Vous savez, c'est pas pour demain. Il est déjà là. Nous vivons dans un monde multipolaire. Et donc, nous devons nous adapter, nous devons réimaginer, nous devons revoir, nous devons recentrer, nous devons consolider, peu importe comment on le formule, afin de nous renforcer, non seulement pour participer au monde multipolaire, non seulement pour y prospérer, mais pour le dominer. Parce que c'est là l'objectif de l'Empire américain, maintenir sa domination. Et les Européens réalisent maintenant que cela ne les inclut pas. Ils se retrouvent donc vraiment dans une mauvaise posture à cause de leur inaction, de leur choix de rester des vassaux des Américains, pour en récolter les bénéfices et suivre les États-Unis. Maintenant, ils se demandent, que s'est-il passé, bon sang? Pendant que les États-Unis disent, vous savez quoi, l'Europe, ce n'est plus vraiment comme ça que nous allons continuer à faire les choses. Nous comprenons l'importance de l'Europe, la stabilité qu'elle représente, c'est grand, vous avez des armes nucléaires, etc., etc. Mais notre relation avec vous ne ressemblera en rien à ce qu'elle a été depuis, disons, 1945.